nous allons pouvoir débuter la visioconférence sur l'alimentation du tout petit. Je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, nous allons commencer par les aspects techniques. Donc, nous sommes sous un format webinaire, ce qui signifie que votre caméra et votre micro sont désactivés. Cependant, vous aurez deux modalités d'interaction. La première, via les sondages qui vous sera utilisé lors de la partie présentation. Aussi, tout le long du webinaire, vous avez à disponibilité en bas de votre écran l'onglet Q&R pour questions et réponses. Donc, vous pouvez dès à présent poser vos questions et on y répondra en deuxième partie de la présentation. Aussi, comme vous avez pu le constater, la vidéo est enregistrée pour pouvoir être accessible ensuite sur notre chaîne YouTube. Programme du webinaire. Donc, c'est un webinaire à destination des parents. Il y a probablement des professionnels qui suivent ce webinaire. Avant tout, c'est pour les parents. Donc d'enfants de 0 à 3 ans et l'objectif est d'informer sur les nouveaux repères nutritionnels. Donc lorsqu'on parle de parents, nous entendons en fait les adultes qui gardent l'enfant, les proches, c'est-à-dire les grands-parents, les familles d'accueil, les tantes, les oncles, mais aussi les amis qui peuvent être amenés à garder les tout-petits. Nous aborderons des généralités. Toutes les questions qui sont spécifiques à une maladie, ça, ce sera évoqué avec votre médecin traitant, avec la protection maternelle et infantile ou avec un spécialiste. Le programme, donc nous en sommes au temps de présentation. Nous aurons ensuite un temps d'information qui durera environ un peu plus de 25 minutes, donc plutôt aux alentours de 30-40 minutes. Il y aura donc ce deuxième temps pour répondre à toutes vos questions et vos remarques d'une vingtaine de minutes. Et merci de penser à compléter l'enquête de satisfaction qui s'ouvrira lorsque vous quitterez le webinaire. Vous aurez un nouvel onglet. Merci de bien compléter l'enquête. Qui est derrière les manettes ce soir? Eh bien, nous sommes une association Promotion Santé. Et nous organisons ce webinaire dans le cadre du projet Nutrition Petite Enfance, grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, qui sont les humains derrière les manettes? Il y a Laura Roland qui est présente pour gérer vos problèmes techniques. Vous avez les coordonnées dans le mail dans lequel vous avez reçu le lien de connexion. Vous avez Clara Ferrière qui sera dans la gestion informatique et qui gérera, entre autres, les questions et les réponses. Vous avez Nicolas Turnier qui fera la présentation sur les recommandations nutritionnelles actualisées et moi-même, Stéphanie Vidot, pour l'accueil et la mise en lien avec Nicolas. Et maintenant, je vais laisser parler Nicolas pour la présentation. Merci beaucoup, Stéphanie. Hop, je partage mon écran à mon tour. A priori, vous avez sous les yeux mon écran qui devrait s'afficher. Tout Est-ce que à c'est, fait. est-ce que c'est bien le cas? Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents. Donc, pour ce temps de webinaire, comme l'a dit Stéphanie, sur les recommandations nutritionnelles, du jeune enfant, en lien notamment avec le programme national Nutrition Santé. Donc, effectivement, pour que cette présentation soit un maximum interactive, on va vous proposer au cours de cette présentation trois sondages. Et donc, on va commencer par le premier sondage avec cette question. Donc, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans l'alimentation de votre enfant? Vous devriez avoir des propositions qui s'affichent. On se laisse un petit instant pour y répondre. Voilà.
Alors, on se laisse un petit instant. Je te confirme, Clara, du coup, à mon avis, je ne vais pas voir les réponses. Je suis en train de répondre, je dirais, verbalement, Ouais. oralement, ce qu'il en est. Que les réponses sont arrivées. Peut-être qu'on peut traiter les premières réponses. Alors, à 89%, on a le plaisir, le goût. Mhm. 46% le partage avec les autres. 87% l'équilibre alimentaire. 24% le rythme des repas. 20% les horaires de repas. Et 7% le prix. Très bien, merci beaucoup, Clara, pour ce retour. Effectivement, on va retrouver, donc, ça nous laisse l'occasion d'aborder avec vous, hop, si la diapo veut bien, les déterminants de l'alimentation et les fonctions de l'alimentation. On a eu tout un panel de possibilités là dans vos réponses. Effectivement, ça va nous permettre de voir ce qui influence l'enfant, mais l'individu de manière globale, dans son rapport à l'alimentation. Donc, dans un premier temps, on va retrouver l'aspect affectif. Vous avez parlé notamment des émotions, du plaisir pris dans l'alimentation. Donc, effectivement, on va retrouver la question du plaisir, des goûts, des dégoûts, des sensibilités. Et puis, il y a aussi la question de la convivialité. Tous ces éléments vont influer sur le rapport à l'alimentation de l'enfant. Ensuite, on va retrouver les facteurs qui relèvent de l'aspect culturel, des normes, des valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on nous a transmis. On peut entendre par là, par exemple, notre éducation, notre formation, nos croyances, ce qui est transmis dans les médias notamment. Et tous ces facteurs vont participer aussi à notre rapport à l'alimentation. On note ensuite notre environnement, donc à savoir le climat, notre situation géographique, la saisonnalité, notre lieu de vie selon qu'on vive dans un milieu agricole, au bord de mer, en campagne. Nous n'aurons pas toutes et tous les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes pratiques. Et donc ces éléments aussi vont impacter notre rapport à l'alimentation, notre manière de consommer. On retrouve ensuite les facteurs physiologiques, notre âge, notre état de santé, selon qu'on présente des allergies, des pathologies. Effectivement, ça va influencer bien sûr nos pratiques alimentaires, notre consommation alimentaire. Vous l'avez évoqué aussi, le mode de vie. Euh, le rapport à l'alimentation va évoluer selon qu'on soit une famille monoparentale ou non, selon nos habitudes en matière d'activité physique, selon l'organisation de notre journée. Tous ces éléments-là vont, selon notre appétence aussi pour l'alimentation, pour le fait de cuisiner, tous ces éléments-là vont influencer notre rapport à l'alimentation. Ce qui influence aussi cette question de l'alimentation, ce sont les facteurs psychologiques, pardon. Puisque pour certaines personnes, l'alimentation représente un plaisir, pour d'autres, ça peut être une source de mal-être, selon notre estime de soi, notre rapport au corps également. Tous ces éléments vont faire qu'on aura une approche de l'alimentation plus ou moins positive, en tout cas avec plein d'éléments qui vont influencer notre rapport à l'alimentation. Nos conditions socio-économiques, notre milieu de vie, notre niveau de revenu, notre milieu socio-culturel impacteront aussi notre façon de consommer, notre rapport à l'alimentation. Et puis ensuite, on retrouve à un niveau plus important la question de l'aspect politique qui joue un rôle dans nos pratiques alimentaires en fonction à la fois des législations en matière de santé,
en fonction des campagnes de prévention, en fonction des dispositifs, qu'ils soient locaux ou à une échelle plus importante, au niveau régional, national, voire plus importante. Toutes ces décisions politiques vont influencer notre rapport à l'alimentation. Donc, pour résumer, les adultes qui gravitent autour des enfants, pardon, qui évoluent autour des enfants, ainsi que les enfants eux-mêmes, seront influencés par tout un tas de facteurs qui vont faire que l'enfant va avoir un rapport différent de son copain ou sa copine à l'alimentation. L'idée de la réflexion, c'est surtout de trouver un équilibre entre les recommandations nutritionnelles qu'on va évoquer juste après tout en prenant en compte l'impact de tous ces facteurs sur notre manière de consommer, sur nos pratiques alimentaires. Donc l'objectif, c'est bien de prendre conscience de tous ces éléments, de tous ces facteurs qui influencent l'alimentation, pour pouvoir prendre du recul et avoir une vision globale plus objective, pour mieux comprendre les pratiques, mieux comprendre les habitudes de chaque enfant et de chaque famille. Donc ensuite, il nous semblait important d'aborder le développement du goût chez l'enfant. Donc la prise en compte du goût est un élément important, pardon, dans la phase de la diversification alimentaire. Donc on va vous proposer une petite frise chronologique. Euh, et pour cette frise chronologique, on va partir de l'embryon. Effectivement, dès cette phase, dès l'embryon, des études ont montré que l'embryon, avait une appétence innée pour le goût sucré. Donc, in utero, des cellules du goût se créent. Au septième mois, les papilles sont formées. Et donc, l'embryon va percevoir des saveurs via le liquide amniotique en fonction des consommations de la maman. Ensuite, on va retrouver le nourrisson. Donc, dès la naissance, l'enfant va pouvoir percevoir, grâce à ses papilles gustatives, les quatre saveurs, donc le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Et donc, dans cette phase-là du nourrisson, l'enfant va conserver une attirance pour le sucré et il présentera plutôt une aversion pour l'amer et l'acide. On peut voir d'ailleurs souvent quand on voit certaines vidéos où des parents mettent une goutte de citron sur la lèvre ou dans la bouche de l'enfant, on peut voir une réaction qui est plutôt une réaction de rejet. Donc effectivement, l'enfant, le nourrisson, va conserver cette attirance pour le sucré. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de faire découvrir rapidement des aliments avec différentes saveurs, afin que l'enfant s'habitue à ces différentes saveurs. Ensuite, on va entrer dans la phase, là, à partir de 2 ans, même de 18 mois, entre 18 mois et 2 ans, c'est là que va débuter ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. Donc la néophobie alimentaire, c'est étymologiquement, c'est la peur du nouveau. Et donc à cet âge-là, il y a beaucoup d'enfants qui mangeaient très bien ce qu'on pouvait leur proposer auparavant, mais qui à partir de cette phase-là vont refuser de goûter sans même essayer de mettre à la bouche. On peut apparenter ça à un système de protection, donc à partir de 2 ans, l'enfant va développer un besoin de sécurité et peut refuser de mettre un aliment dans sa bouche. C'est pour ça que parfois, on peut avoir le sentiment que l'enfant n'aime pas un aliment qu'il consommait auparavant, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut aussi être une question de mise en confiance. L'enfant peut ne pas avoir assez confiance pour mettre l'aliment dans sa bouche, d'où l'intérêt, encore une fois, de familiariser l'enfant à un même aliment, présenté de la même façon pour le rassurer et ne pas rencontrer enfin, moins rencontrer cette phase de néophobie alimentaire dans cette période de 18 mois à 2 ans. Donc cette période-là, de 18 mois à 2 ans, c'est aussi tout simplement la période où l'enfant va commencer à s'affirmer et il va voir que ses réactions ont un impact sur l'adulte en face de lui. Donc c'est la période du non également. Et donc il verra que le fait de s'opposer à manger un aliment, effectivement, impactera l'adulte en face de lui. En revanche, il ne faut pas confondre la néophobie alimentaire avec un réel dégoût. Il se peut que l'enfant développe des goûts et des dégoûts.
Donc il se peut également que l'enfant n'apprécie pas certains aliments. Et donc c'est un moment, alors c'est facile à dire, mais c'est un moment pendant lequel il faudra s'armer de patience, euh, puisque ben, on va être amené à rencontrer ces refus de l'enfant. Donc c'est une période également où l'ambiance autour du repas va être importante. Le fait de manger avec l'enfant peut aider aussi à à la consommation d'aliments, puisque l'enfant va pouvoir aussi consommer certains aliments par mimétisme des individus qui mangent avec lui. Donc le fait parfois de manger avec l'enfant peut aider à introduire certains aliments. Et donc cette phase, elle peut durer jusqu'à parfois 8 à 10 ans. 8 à 10 ans, c'est l'âge des grandes découvertes avec le développement de beaucoup de curiosité de l'enfant, avec l'envie de tester de nouveaux goûts. Euh, mais il n'y a pas de vérité, hein. Certains enfants peuvent aussi avoir des phases compliquées et peuvent rencontrer certains dégoûts et donc poursuivre cette phase-là de néophobie alimentaire. Mais en tout cas, globalement, c'est plutôt une phase où l'enfant va apprécier découvrir de nouveaux goûts. Et puis on retrouve la phase de l'adolescence. Et cette phase de l'adolescence, au même titre que la phase du nourrisson, de la néophobie alimentaire, mais dans un autre registre, c'est une phase d'affirmation de son identité, d'autonomisation. Et donc l'adolescent sera, là pour le coup, davantage influencé par ses pairs, par ses camarades dans ses consommations alimentaires, mais aussi par ce qui nous est transmis dans les médias, dans les publicités, etc. Donc c'est une phase aussi où l'adolescent va affirmer sa propre identité. On vous propose maintenant d'aborder la question de la diversification alimentaire, donc par une deuxième frise qui s'étend, elle, de la naissance jusqu'à plus de 24 mois. Et donc, on voit bien que cette phase de diversification alimentaire, on la retrouve entre 4 à 6 mois. Donc, il n'y a pas de vérité. Pour certains enfants, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais on considère que passé 6 mois, après les 6 mois, l'alimentation lactée ne suffit plus à couvrir les besoins alimentaires de l'enfant. Donc c'est vraiment là, entre 4 et 6 mois, la phase pendant laquelle il est recommandé d'introduire de nouveaux aliments. Et donc dans cette phase de 4 à 6 mois, il est important d'introduire un maximum de goût, de variété. Puis on retrouve ensuite la phase de 8 à 10 mois pendant laquelle il sera important de faire évoluer les textures, en passant par exemple de la purée lisse à la purée un peu moins mixée, jusqu'à des morceaux écrasés, puis des morceaux. Euh, à 10 mois, c'est important de proposer des morceaux qui soient bien cuits, plus faciles à mâcher, mais un enfant peut, avant même de posséder des dents, manger des morceaux, puisqu'on peut voir l'enfant qui cherche à mastiquer, à mâcher les aliments qu'il a dans la bouche. Il est également stipulé dans les nouvelles recommandations de ne pas attendre après 1 an pour proposer des morceaux et donc d'offrir l'opportunité à l'enfant de mâcher, de mastiquer avant cette phase d'1 an, d'autant plus que ses capacités digestives se développent et donc l'enfant a la possibilité de le faire. Et puis dans cette fourchette de 4 à 24 mois, encore une fois, on l'a dit, hein, mais il est important d'introduire un maximum d'aliments, puisque comme on l'a vu, on va entrer dans la phase de néophobie alimentaire là, à partir de 18 mois. Et donc il sera plus difficile d'introduire des aliments que l'enfant n'a pas découverts avant cette phase de néophobie alimentaire. Donc il est vraiment conseillé d'introduire un maximum d'aliments dans cette phase de 4 à 24 mois. Donc de 0 à 4 mois, on se trouve dans une phase d'alimentation lactée. Donc l'allaitement maternel est recommandé puisqu'il s'agit du premier facteur, vous le voyez, de protection durable de la santé de l'enfant. Il permet de couvrir le besoin nutritionnel de l'enfant, il permet une meilleure autorégulation des quantités ingérées et il permet aussi d'être davantage à l'écoute de ses signaux de faim et de satiété. Donc l'allaitement maternel permet également l'éveil au goût, puisque le lait maternel évolue en termes de goût en fonction de la consommation de la maman. Et il participe au développement moteur et oral de l'enfant,
puisque ça nécessite un petit peu plus d'effort pour l'enfant pour tirer le lait qu'avec un biberon. Donc il va devoir mastiquer un petit peu plus et donc ça va participer à son développement moteur et oral. En revanche, pour des enfants qui ne pourraient pas avoir d'allaitement maternel, il est bien sûr tout à fait possible de consommer du lait premier âge qui permet de remplacer le lait maternel et qui répond tout à fait aux besoins nutritionnels de l'enfant. On recommande également, dans cette phase de 0 à 4 mois, de donner régulièrement de l'eau. C'est même important, notamment dans certaines situations, lorsqu'il fait chaud, en cas de fièvre ou en cas de signes de déshydratation, de diarrhée, de vomissement, etc. L'eau reste un élément important dans l'alimentation de l'enfant. Donc, on passe ensuite à cette question des signaux de faim et de satiété. Donc, quels sont les signaux qui peuvent montrer que votre enfant a faim? On en a fait une petite liste. Donc, soit l'enfant fait des mouvements excités des bras et des jambes, ça peut signifier la faim. On peut voir l'enfant ouvrir la bouche quand le biberon ou la cuillère approche, mordiller sa main, montrer du doigt des aliments. J'ai vu que tu avais mis le sondage, Clara, c'est pour juste après le sondage. Donc, montrer du doigt des aliments, chercher à les attraper. L'enfant peut dire qu'il a faim. Il y a aussi dans certaines structures ou certains parents qui essayent l'apprentissage de la langue des signes. Donc, on peut tout à fait imaginer un enfant qui apprenne un signe qui soit réservé à l'expression de la faim. L'enfant peut avoir des difficultés à se concentrer, il peut être particulièrement irritable. Les pleurs aussi peuvent être associés à de la faim, même si un pleur ne signifie pas forcément la faim. Et puis lorsque le ventre de l'enfant gargouille. Donc tous ces signaux-là sont des signaux qui peuvent vous montrer que votre enfant a faim. Donc c'est là effectivement qu'on vous propose un deuxième sondage. Comment savoir si votre enfant n'a plus faim? Donc vous avez la possibilité, donc soit il s'endort sur le sein ou le biberon, il tourne la tête, il repousse la cuillère, il dit qu'il n'a plus faim, il se laisse distraire ou il veut se lever. On vous laisse quelques instants pour répondre à ce sondage. Est-ce que tu as des réponses qui ressortent? Oui. Alors, à 88%, les gens ont répondu, ils repoussent la cuillère. Mhm. À 75%, ils tournent la tête. Oui. À 70%, il dit qu'il n'a plus faim. À 58%, il s'endort sur le sein ou le biberon. Mhm. Euh, à 30%, il veut se lever. Et à 25%, il se laisse distraire. Très bien, merci beaucoup Clara. Donc, effectivement, en fait, tous ces signes-là que vous avez pu voir peuvent démontrer que l'enfant a suffisamment mangé. Donc, soit effectivement il s'endort sur le biberon, soit on observe un ralentissement de la vitesse d'ingurgitation ou un arrêt de l'ingurgitation. L'enfant peut tourner la tête, fermer la bouche quand la cuillère s'approche, repousser le biberon ou la cuillère avec la langue, vous l'avez bien identifié. L'enfant peut vous dire qu'il a plus faim, qu'il n'a plus faim ou que son ventre est plein. Il peut montrer moins d'intérêt pour sa nourriture, jouer avec, se laisser distraire et évidemment vouloir se lever, aller jouer ou faire autre chose peuvent être des signes qui montrent la satiété de votre enfant. On peut avoir par habitude, on souhaitait évoquer ça rapidement, on peut avoir par habitude de proposer à l'enfant de finir son assiette ou de manger la dernière cuillère. Mais ça peut venir à l'encontre des signaux de satiété. Donc l'idée, c'est peut-être de servir une plus petite assiette pour commencer, puis de resservir si l'enfant a encore faim. Mais ça nous semblait important de préciser que ça peut être intéressant dès le plus jeune âge d'accompagner l'enfant à être à l'écoute de ces signaux de faim et de satiété et éventuellement à les exprimer.
puisque si l'enfant ne prend pas cette habitude, ça peut aussi être difficile par la suite, au fur et à mesure qu'il grandit puis devient adulte, d'être à l'écoute de ces signaux de faim et de satiété. Donc évidemment, ça va avec le fait dans l'idéal, de ne pas forcer l'enfant à finir son biberon ou son assiette. Donc on rentre ensuite dans le début de la diversification alimentaire. Donc dès le début de la diversification alimentaire, donc en fonction des capacités de votre enfant, là, des 4 mois, il est possible d'introduire assez vite des fruits et des légumes sous forme de purée sans sel pour les légumes ou de compote sans sucre pour les fruits. Euh, Avant, il était conseillé d'introduire un légume, puis de proposer le même légume pendant 3 jours avant de changer de légume. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais par contre, il est toujours intéressant de n'introduire qu'un seul légume à la fois pour que l'enfant puisse véritablement découvrir le goût du légume dans sa forme naturelle, pour qu'il se rende compte que les légumes et les purées ou les compotes ont des goûts différents. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'éviter au départ les purées ou compotes multiproduits, notamment quand on introduit un produit. Lorsque l'enfant est habitué à un produit, on peut tout à fait mixer les produits, mais lorsqu'on introduit un produit, il est conseillé plutôt de le proposer une purée ou compote en monoproduit. Ensuite, on pourra introduire les féculents. Donc, parmi eux, on retrouve les pommes de terre qu'on peut cuire et mixer avec les légumes. On peut également introduire du riz, des pâtes qu'on peut également mixer, mouliner avec les légumes pour apporter une texture un peu différente à la purée. Et puis, on peut aussi introduire les légumes secs. On retrouve par exemple les haricots rouges, les pois chiches, les pois cassés. Dans les précédentes recommandations, il était conseillé d'introduire les légumes secs à 18 mois, mais désormais, on conseille plutôt l'introduction assez rapide, sous forme de purée notamment, puisque les légumes secs sont très intéressants nutritionnellement, puisqu'ils sont riches en fibres et en fer. Passé 4-6 mois, jusqu'à 1 an et même 3 ans, les produits laitiers restent la base, un aliment de base dans l'alimentation de l'enfant. Et donc, les recommandations, c'est un minimum de 500 millilitres par jour. Donc, ils peuvent être consommés sous forme de lait, mais peuvent également être proposés sous forme de yaourt ou de fromage. On peut, par exemple, ajouter un petit peu de fromage fondu dans une purée ou dans une soupe. Et pour les yaourts, il n'est plus forcément conseillé, enfin, il n'est plus conseillé de proposer les yaourts qu'on retrouve dans les rayons réservés à l'alimentation infantile. En revanche, il est conseillé de privilégier les yaourts nature au lait entier pour bénéficier des bienfaits de la matière grasse présente dans les produits laitiers pour le développement de l'enfant. On retrouve ensuite les matières grasses ajoutées. On peut introduire dans les purées, par exemple, de l'huile végétale. Il y a 3 huiles végétales qui sont particulièrement recommandées, notamment pour leur apport d'acides gras essentiels, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile d'olive. Et donc, il est possible d'alterner entre ces 3 huiles. Contrairement à ce qu'on peut penser, les matières grasses sont bénéfiques pour l'enfant. En revanche, celles qui sont à limiter sont plutôt celles présentes dans les aliments gras et industriels. Mais les matières grasses sont vraiment importantes dans le développement de l'enfant quotidiennement. Donc, il est possible d'ajouter une petite cuillère à café d'huile dans la soupe ou dans la purée après cuisson pour pour répondre aux besoins de l'enfant. On peut aussi de temps en temps mettre un petit peu de beurre pour sa teneur en vitamine A, mais le beurre reste des acides gras saturés, donc leur consommation est plutôt à limiter. Et si jamais vous proposez à votre enfant des petits pots du commerce, vous pouvez regarder la contenance des petits pots et si vous observez qu'il n'y a pas de matière grasse, vous pouvez tout à fait y ajouter une cuillère à café. En ce qui concerne ce qu'on appelle les VPO, viande, poisson, œufs, on va pouvoir introduire dans cette période de 4 à 6 mois des viandes, plutôt des viandes maigres, mais également du poisson et des œufs. Auparavant, on recommandait d'attendre 1 an pour le blanc d'œuf, mais désormais, les recommandations sont positives pour le blanc et le jaune dès le début de la diversification alimentaire. Ce à quoi il est important d'être attentif sont les quantités de viande, poisson et d'œufs. Pour les 4 à 6 mois, c'est 5 grammes, donc l'équivalent d'une cuillère à café.
Entre 6 mois et 1 an, 5 grammes quotidiens. Entre 6 mois et 1 an, on passe à 10 grammes. Entre 1 an et 2 ans, 20 grammes sont conseillés, sont recommandés. Et de 2 à 3 ans, on est sur 30 grammes. Donc on reprendra ça tout à l'heure. Peut être important, c'est si votre enfant est en garde, donc soit à la crèche, soit chez une assistante maternelle, d'être dans l'échange avec les professionnels pour savoir si l'enfant a eu ou non son apport de viande, poisson ou d'œuf à midi, auquel cas il n'est pas nécessaire d'en reproposer le soir. Et ensuite, on retrouve les fruits à coque. Donc, en morceaux, ils sont à éviter jusqu'à 5 ans du fait du risque d'étouffement, mais ils sont des aliments extrêmement intéressants. Ils contiennent des acides gras essentiels et donc ils peuvent tout à fait être consommés sous forme de poudre. Donc, on peut tout à fait ajouter un petit peu de poudre d'amande dans une purée ou dans une soupe, ou un petit peu de poudre de noisette dans une compote ou un yaourt pour donner du goût, pour apporter du goût. Et encore une fois, les fruits à coque ont des bienfaits pour la santé, donc de même que pour les adultes, pour qui il est conseillé d'en consommer quotidiennement, vous pouvez tout à fait en introduire pour les enfants. En ce qui concerne les allergies et les intolérances alimentaires, dans les dernières études, il est conseillé d'introduire les principaux allergènes, donc œufs, arachides, produits laitiers, dès que la diversification alimentaire a commencé, puisqu'il est prouvé que plus on introduit rapidement, plus ça va favoriser la résistance aux produits. Donc, il est désormais conseillé effectivement d'introduire assez rapidement les principaux allergènes. On va vous proposer par la suite des types de repas, des structures de repas avec des exemples de plats. Donc de 4 à 6 mois, pour le petit déjeuner, il est recommandé un apport lacté, donc ça peut être le lait maternel ou 250 ml de lait premier âge puis deuxième âge. Pour le déjeuner, sont conseillés des légumes avec éventuellement de la pomme de terre ou un produit céréalier, un ajout de matière grasse et 5 grammes, donc l'équivalent d'une cuillère à café, de viande ou de poisson, qui représente un quart d'œuf, et un dessert. Donc ça peut être par exemple une purée de potimarron et de pommes de terre avec, vous voyez les équivalences, 3 quarts de potimarron, un quart de pommes de terre, sans sel, une cuillère à café d'huile de colza dans la purée, 5 grammes de poulet mixé, une compote de pois. Au goûter, on recommande un apport lacté et un fruit, donc ça peut être le lait maternel ou un biberon de 250 ml, puis une compote de pommes sans sucre. Et puis au dîner, on propose un apport lacté et un fruit ou un légume. Donc là, en l'occurrence, c'est le lait maternel ou 250 ml de lait premier puis deuxième âge et une soupe de bled. Donc vous voyez qu'on a un apport lacté là de 250 ml le matin, 250 ml le soir. Donc on a nos 500 ml minimum dans la journée. Et là, on a un apport supplémentaire au goûter de 250 ml. Pour le rythme et la structure des repas de 6 mois à 1 an. Donc pour le petit déjeuner, toujours l'apport lacté, le lait maternel ou le biberon. Pour le déjeuner, des légumes associés à de la pomme de terre ou un produit céréalier, de la matière grasse et 10 grammes, donc l'équivalent de 2 cuillères à café, de viande ou de poisson ou d'œuf, plus le dessert. Donc ça peut être du blé complet et des épinards frais cuits, avec la possibilité, sans sel toujours, évidemment, avec la possibilité d'y ajouter une cuillère à café d'huile. On peut ajouter à cela 10 grammes de cabillaud mixé avec des épices, il n'y a pas de contre-indication pour les épices, il est même conseillé d'en introduire dès le plus jeune âge, de temps en temps, pour varier les goûts et découvrir de nouveaux goûts. Un fromage blanc nature et une fraise bien mûre. Au goûter, on propose un apport lacté, un fruit et, euh, ou un produit céréalier. Donc là, en l'occurrence, le lait maternel ou le lait deuxième âge, 180 ml, et une purée de pêche sans sucre. Et puis pour le dîner, un apport lacté, plus un fruit ou un légume. Donc là, vous avez une purée de betterave avec une cuillère à café de noix mixées et 20 grammes de camembert. Donc là, on voit bien l'apport lacté à la fois par le lait maternel le matin
et pour le goûter, et puis par le fromage blanc et le camembert sur les repas du déjeuner et du dîner. Et pour terminer, pour les repas de 1 an à 3 ans, donc le matin, un apport lacté au petit déjeuner avec un produit céréalier et un fruit. Donc là, vous retrouvez le lait maternel ou un biberon de 250 millilitres, une tartine de pain beurré, une compote de pommes. Au déjeuner, des légumes avec une pomme de terre ou un produit céréalier, l'apport de matière grasse, 20 grammes, donc l'équivalent de 4 cuillères à café ou un tiers d'œuf de 1 an à 2 ans, puis 30 grammes, l'équivalent de 6 cuillères à café de viande ou de poisson ou un demi-œuf de 2 ans à 3 ans, et le dessert. Donc là, ça peut donner 3 à 4 cuillères à soupe de lentilles, carottes sans sel, une cuillère à café d'huile et des épices, avec 20 grammes de rôti de porc, par exemple, coupé en petits morceaux, et un petit Suisse nature. Au goûter, on vous propose un apport lacté, avec un fruit, éventuellement un produit céréalier. Donc là, on retrouve l'association de l'apport lacté plus du produit céréalier par le riz au lait, et une banane. Et pour le dîner, on peut retrouver un apport lacté avec un fruit et ou un légume, plus éventuellement un féculent. Donc là, on a de la courgette pardon, et de la pomme de terre sans sel, une cuillère à café d'huile et des épices, un morceau de Saint-Paulin et une purée pomme-coin. Donc on vous propose une autre réflexion sur les ingrédients qui, d'après vous, ne seraient pas adaptés pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc là, on a un troisième sondage qui s'affiche. Donc, quels sont les aliments auxquels il est important de faire attention avant l'âge de 3 ans? Vous avez la possibilité de cocher miel, œufs, arachides, kiwi, chocolat, fraises, biscuits, fromage au lait cru, mousse au chocolat, crustacés et noix. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, Clara, en particulier? Je vois l'heure qui passe, je vais essayer de pas trop traîner. Ah, cette fois, je vois les réponses. Donc, le miel pour 80% d'entre vous, le fromage au lait cru pour 80% également d'entre vous. Et on retrouve aussi le chocolat qui ressort de manière importante. Merci beaucoup, Clara. Donc, en effet, dans les aliments non adaptés, on retrouve le miel qui est à proscrire jusqu'à 1 an pour les risques de botulisme notamment. Toutes les viandes crues ou peu cuites, le lait cru, le fromage au lait cru, les œufs crus, les produits à base de cru, donc comme par exemple la mousse au chocolat pour le coup qui ressortait dans le sondage, les crustacés ou le poisson cru sont des aliments à fortement limiter pour éviter les risques d'intoxication alimentaire. Toutes les boissons énergisantes, café, thé, soda caféiné, toutes les boissons édulcorées, donc les boissons à 0% de sucre, sont à éviter aussi jusqu'à 3 ans. Et puis on retrouve également tous les produits à base de chocolat qui sont à limiter pour le contenant du chocolat en nickel, et tous les produits à base de soja pour les risques de perturbateurs endocriniens qui sont inadaptés pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc tout ça, les premiers, là, vous voyez, c'est des aliments à proscrire, et puis ensuite, vous retrouvez les aliments à limiter. Et il nous semblait, pour terminer, important de faire un point sur, après les recommandations alimentaires, sur la question du rythme de vie, du sommeil et de l'activité physique. Donc dans un premier temps, pour le sommeil, un petit rappel, l'enfant a besoin, de la naissance à 3 mois, de 14 à 17 heures de sommeil par jour. De 4 mois à 1 an, il est important que l'enfant ait de 12 à 16 heures de sommeil par jour. Et puis de 1 an à 5 ans, de 11 à 14 heures de sommeil par jour. Donc ces temps-là de sommeil comprennent les siestes et le coucher du soir, le sommeil de la nuit. En ce qui concerne l'activité physique, il va être important dès le plus jeune âge, par exemple, de positionner les enfants sur le ventre. On conseille une trentaine de minutes par jour. Ça peut être par des séquences de 5 à 10 minutes, par exemple, pour habituer l'enfant à travailler notamment son port de tête. À partir de 6 mois,
il est conseillé de laisser l'enfant bouger, découvrir son environnement, donc un environnement qui soit le plus sécure possible, qu'il puisse ramper, qu'on puisse le tenir debout également, en tout cas que l'enfant puisse découvrir son environnement. À partir d'1 an, sont recommandées 3 heures d'activité par jour, notamment d'activité en plein air, de sortie, de balade. On peut aussi développer son équilibre, par exemple, avec l'utilisation d'une draisienne. Et puis, il est important de noter que l'enfant a également besoin de partager des moments de jeu, de se sociabiliser, donc si possible de limiter l'utilisation de la poussette autant que possible, mais en tout cas de sociabiliser l'enfant, de le faire rencontrer d'autres enfants et d'avoir des interactions régulières avec les adultes. Ça nous emmène sur notre dernier point, qui est la question des écrans. Donc, les recommandations en matière d'écran, c'est d'éviter les écrans avant 3 ans, que ce soit la télé, l'ordinateur, la tablette ou le téléphone, puisque ce sont des moments pendant lesquels l'enfant n'est pas en mouvement et sédentaire. Et donc, pour se développer, l'enfant a aussi besoin d'interaction, ce que n'offrent pas les écrans ou dans très peu de cas, hein. Il peut y avoir des cas où l'enfant a des interactions avec les écrans, donc c'est moins problématique dans ce cas-là, mais en tout cas, les recommandations sont plutôt de limiter le temps d'écran et de prioriser des temps de jeu avec l'enfant, des temps de sociabilisation. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez et on vous conseille d'aller fouiller dans ce guide qui s'appelle Pas à pas, votre enfant mange comme un grand. Dans ce guide-là, vous retrouvez plein d'informations qu'on a évoquées ce soir et puis vous retrouvez un poster à l'intérieur avec les recommandations par produit, par famille de produits et par âge. Donc ça peut être intéressant d'en prendre connaissance. Et puis vous avez le site des 1000 premiers jours aussi avec notamment des petites vidéos sur les questions de refus, de texture, de signes de satiété, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez aller consulter. Et puis je terminerai ma présentation sur cette citation, Manger est un plaisir qui se cultive et qui construit l'identité. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais